Alors, mesdames et messieurs, le point suivant est un point important, car le thème porte sur un secteur qui a connu beaucoup de crises et de moments difficiles récemment. Quelles en sont les causes, quelles sont les solutions pour en sortir, nous le saurons tout à l'heure. Car comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous allons alors accueillir une grande personnalité, une personne grâce à qui on peut dire qu'on est fier d'être de Touba Mbacké, une personnalité grâce à qui le nom de notre chère commune ne cesse de résonner partout dans le monde. Il a été lauréat du Grand Prix de chef de l'État en 2017. Il a été lauréat de l'Union africaine en 2021 par l'âge de Je me sens heureux d'être invité à l'UCAD, ce grand temple du savoir, pour animer une conférence portant sur l'éducation, mon domaine de prédilection. L'honneur que vous m'avez fait en m'associant à vos activités me va droit au cœur. Je vous avoue que je n'ai pas la prétention de cerner de façon exhaustive cette thématique dont l'intitulé est les difficultés d'éducation au Sénégal et les esquisses de solutions de sortie de crise. J'articulerai mon propos autour de ces deux grands points. Un, je parlerai des difficultés auxquelles le système éducatif est confronté. Deux, je vais essayer de proposer des solutions de sortie de crise. Après, on peut ouvrir un débat, si vous voulez, si vous le désirez, et chacun peut apporter sa contribution par rapport à cette grande thématique qui est aujourd'hui actuelle. Pour les difficultés, il me sera très difficile de les énumérer une à une, mais je vais les circonscrire dans trois grandes familles. La problématique de l'offre, la problématique de la qualité et la problématique de la gouvernance. Si on parvient à exploiter ces trois grands domaines, on pourra peut-être effleurer le problème. Il sera très difficile, en une heure, de parler de cette thématique si riche, si vaste, si immense. Mais nous allons essayer quand même de commencer par l'offre. La problématique de l'offre, elle est là. Je retiendrai deux aspects dans l'offre. On peut prendre comme difficulté l'insuffisance de l'offre éducative ici au Sénégal. Des efforts ont été faits au niveau de l'élémentaire pour élargir la cartographie. Tout le monde est conscient de ça. Dans les villages les plus reculés, vous trouverez une école élémentaire. Au niveau du moyen aussi, le problème ne se pose pas parce qu'on a créé beaucoup de ces ruraux. C'est au niveau du moyen, du secondaire, excusez-moi, et au niveau de l'université qu'on a quelques soucis. C'est vrai, des efforts ont été faits pour élargir la carte universitaire, mais il reste des poches qui n'ont pas été toujours couvertes. Et les dernières universités créées aussi souffrent un peu, faute peut-être de bâtiments fonctionnels, et cela constitue parfois un handicap pour les étudiants. Ça, c'est une difficulté. Au niveau des écoles dites spécialisées, qui reçoivent les enfants qui traînent un handicap moteur ou bien un handicap visuel, le Sénégal n'en a pas encore beaucoup. On n'en a que 4 ou 5. Et ces écoles sont logées presque entre Thiès et Dakar. Ça veut dire que si vous êtes en Mbacké, vous avez par exemple un enfant qui a un problème visuel, aveugle, excusez-moi du terme,
il ne pourra pas intégrer ces écoles traditionnelles. Il est obligé d'aller à Thiès. Si vous êtes à Tamba, n'en parlons pas. À Sédou, partout dans le pays, à part les régions de Thiès et de Dakar, la demande par rapport à ces écoles spécialisées aussi pose problème. Si nous prenons également aussi les centres de formation professionnelle et technique, c'est vrai, des efforts ont été faits ces dernières années, mais jusqu'à moment où l'on parle, il reste encore des choses à faire. Là aussi, l'offre pose problème. Par rapport à ces écoles qui nous donnent l'offre, qui est une demande normale, maintenant on va étudier le deuxième aspect, ça veut dire la qualité de l'offre. Là vraiment ça demande une réflexion. Nous sommes tous Sénégalais, nous sommes tous citoyens, imbus de valeurs républicaines. Il est de notre devoir, à nous tous, de réfléchir pour voir l'offre éducative aujourd'hui, en ce 21e siècle. L'offre éducative et de formation suscite un débat, tous azimuts. Répond-elle aux besoins et aux aspirations des populations? Première question. Est-elle en phase avec les impératifs du développement? Même si des efforts ont été faits au niveau des textes législatifs et les approches pédagogiques ont connu une révolution, assesseurs, professeurs, avec l'approche par les contenus, avec la pédagogie par objectif, et on vit aujourd'hui l'approche par les compétences, ça veut dire que des pas de géant ont été franchis. Mais malgré cela, les programmes d'enseignement restent démentiels. Les contenus enseignés, parfois, sont en déphasage avec les réalités socio-culturelles sénégalaises. Que de notions enseignées qui finissent par s'effriter et disparaître. Les cahiers des apprenants sont bourrés d'informations qui ne leur servent à rien pour transformer le milieu et changer le cours de la vie. Vous avez tellement appris. Vous avez beaucoup appris. Mais pratiquement, tout ce que on a reçu comme connaissance, tout ce que nous avons eu comme programme, histoire, géographie, Chine, Nigeria, est-ce que tous ces programmes-là servent aujourd'hui, nous permettent vraiment d'accéder au développement tant voulu, tant recherché? Voilà le problème. Donc il est temps d'engager la réflexion quand même pour pouvoir changer les choses. L'offre éducative héritée de la colonisation n'a pas connu un changement notoire. Elle continue à mettre l'accent sur les savoirs livresques et à orienter les étudiants vers la bureaucratie. Du coup, l'enseignement général domine et forme des produits incapables d'entreprendre pour faire face aux impératifs de l'heure. Que de maîtrisards et de docteurs sortis des universités qui chôment car ne sachant rien faire et sont appelés les analphabètes des 10 doigts. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a tellement de docteurs, il y a tellement de maîtrisards, parce que nous avons mis le focus sur l'enseignement général. Parce que nous n'avons pas changé depuis 1960. Pratiquement les changements n'ont pas été efficaces. La première école a été implantée ici au Sénégal en 1817 à Saint-Louis. Le premier directeur, le premier enseignant du Sénégal s'appelle Jean Dard. 1817. Pourquoi on a implanté l'école pendant la période coloniale? Ce n'était pas pour former les Africains. C'était tout simplement pour utiliser les Africains pour précipiter l'entreprise coloniale. Ça veut dire que l'école était un outil au service du colon. Les disciplines enseignées, c'était quoi? L'écriture, la lecture, le petit calcul, comment parler français, pour devenir quoi? Pour devenir quoi? Subalterne. Pour devenir quoi? Comité d'administration. Pour devenir quoi? Auxiliaire colonial. Quand nous avons pris notre indépendance en 1960, le premier texte
c'est 1962, assesseur, si je ne me trompe. C'est la circulaire 11450 du 8 octobre 1962. Vous voyez, un pays qui accède à l'indépendance, au lieu de penser à mettre une loi d'orientation, 1962, c'est une circulaire qui gère l'éducation du Sénégal. Jusqu'en 1968, il y a la grande grève, les gens ont contesté pour dire que le système éducatif doit être réorienté vers les besoins des Sénégalais. On a attendu 1970. Quand Abdou Diouf a été nommé Premier ministre, Senghor lui a donné comme première instruction de nous mettre en place une loi d'orientation, c'est la loi 71-36 du 3 juin 1971. Hop, c'est le déclic. Et depuis lors, quand même, des efforts ont été faits. Mais jusqu'au moment où l'on parle, c'est l'enseignement général avec l'école coloniale qui continue. Parce que le colonisateur n'avait pas mis de centre de formation professionnelle technique. Ben, s'il le faisait, c'était pour nous appuyer. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est pour précipiter, c'est pour faire tout pour piller les richesses africaines. Parce que le colon nous a menti. J'en viens rapidement maintenant à la valorisation des matières scientifiques. Parce que ça, je pense que je suis dans votre domaine. Oui, oui. Valorisation des matières scientifiques. Mais force est de constater que ce vœu pieux de sortir le pays du sous-développement recommande, au-delà de la refonte des programmes, d'autres changements majeurs. Il existe une prise en compte des matières scientifiques, socle de l'émergence de la pensée scientifique, sans laquelle l'espoir de développer le pays devient un leurre. L'intégration à grande dose des mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, économie familiale, dans les programmes doit être un impératif et l'apprentissage de ces dites matières une obligation pour tout élève enrôlé dans le système. Les inspections d'académie chargées d'élaborer les programmes locaux insisteront sur l'enseignement des matières scientifiques pour doter les apprenants de rudiments efficaces en vue d'exploiter judicieusement les richesses naturelles du terroir. Elles doivent disposer de plus de collèges et de lycées scientifiques à l'image de celui de Diourbel pour enrayer de façon définitive la montée en puissance de l'enseignement général. Ça veut dire, aujourd'hui on a fait un constat. 70% des élèves nous viennent de l'enseignement général. Il n'y a que 30% qui évoluent dans l'enseignement, dans les séries scientifiques et techniques. Tant que cette tendance n'est pas inversée, nous aurons toujours des difficultés. Pourtant, en 1960, le Sénégal avait devancé ce qui est aujourd'hui appelé, ce qu'on appelle aujourd'hui les dragons d'Asie. À Dubaï, il n'y avait rien. Aux Émirats arabes, il n'y avait rien. À Singapour, il n'y avait rien. Malaisie, il n'y avait rien. Au moins, en 1960, le Sénégal a la chance d'avoir un port, un aéroport, une université, Cheikh Anta Diop. On avait des pailles, on a des routes goudronnées. Non, on a un existant extrêmement lourd et fort sur lequel on pouvait s'appuyer pour décoller. Mais je n'y entre pas, peut-être c'est des problèmes d'ordre politique avec Senghor et Mamadou Dia. Ça, c'est des débats que je laisserai aux élèves qui font histoire, géographie et autres. Tout le monde connaissait la vision de Mamadou Dia. Mais malheureusement, ce qui s'est passé en 1962, c'est des événements qui sont regrettables. Je n'y entre pas. Si nous prenons également aussi Cheikh Anta Diop, il crée BNS, Bloc des masses sénégalaises, en 1963. Il a été bloqué. Le reste, tout le monde connaît. Donc c'est une histoire, je n'y entrerai pas. C'est pour vous dire que nous devons faire des efforts quand même pour booster l'enseignement des sciences. Sinon, je vais maintenant aller vite parce que je vais écouter, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et nous proposons un maillage du pays pour faire taire les disparités et venir à bout de l'offre, les lycées d'enseignement technique, les centres de formation professionnelle, les foyers d'enseignement moyens, pratiques, les centres d'enseignement technique féminin, les centres régionaux d'enseignement technique, les blocs scientifiques et techniques, entre autres, doivent être multipliés à grande échelle et faire l'objet d'un traitement spécial dans la répartition des ressources financières allouées à l'éducation. Mais malheureusement, parfois on sent des disparités et ça pose problème. Je pense que avec cela, nous pouvons également aussi améliorer la formation professionnelle et technique
avec l'érection vraiment de nouveaux centres, je pense que si tout le faisons, nous réglerons les questions scientifiques. Donc je vais sauter pour aller vers le module de formation dans les universités, parce que c'est très long, hein, et les gens sont tellement pressés. Au niveau des universités, des modules de formation pour l'acquisition d'un savoir-faire pratique doivent être proposés pour accompagner les disciplines traditionnelles. Assesseur, moi j'ai une proposition, parce que moi je me dis que nous devons réfléchir. Les gens qui viennent à l'université, moi j'ai fait la faculté des lettres, département lettres modernes, mais tu as ta licence, tu as ton master, tu fais ta thèse de doctorat. Mais au finish, assesseur, tu ne peux même pas réparer un banc cassé. Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir sur des modules qui doivent accompagner ces étudiants au-delà, parallèlement à la formation traditionnelle en lettres, demander aux étudiants de choisir, peut-être à partir de la deuxième année ou de la licence, un module de formation, soit en communication, soit en pédagogie, soit un. Au moins, s'ils cumulent les deux, une fois le master acquis, même si l'État ne le prend pas, il peut en le prendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais nous sommes dans un canal traditionnel. Quand on sort de ce canal traditionnel, pratiquement on n'a pas de savoir-faire pratique. On est analphabète des 10 doigts. On a un savoir livresque, un savoir encyclopédique. Et on cherche toujours la bureaucratie, être dans le bureau. Et si nous continuons comme ça, nous risquons vraiment de ne pas atteindre le développement souhaité. Alors, solution par rapport à la qualité. Je fais du Husson-Bolt. Par rapport à la qualité, il faut asseoir les bases d'un système éducatif stable, performant, par le relèvement du quantum horaire. Les grèves qui polluent l'espace scolaire peuvent être éradiquées si l'État respecte à la lettre les accords signés avec les syndicats d'enseignants qui, à retour, une fois satisfaits, ont l'obligation de retourner dans les classes et les amphithéâtres dispenser un enseignement de qualité. Des concertations régulières aussi entre les différents acteurs sont nécessaires pour maintenir le cap de la stabilité. Solution par rapport à la gouvernance. Je saute. En effet, l'éducation et la formation nécessitent la mobilisation de tous les acteurs, notamment la communauté, qui a toujours son mot à dire, les partenaires techniques et financiers, les principaux bailleurs du système et les personnels administratifs et leurs collaborateurs. Tous ces gens-là doivent travailler de concert pour pouvoir quand même porter haut la gouvernance. Donc, je vais écouter la prestation pour dire en définitive, il sera intéressant de noter que les difficultés en proie à l'école sénégalaise sont multiples et variées et tournent autour de la problématique de l'offre, de la qualité et de la gouvernance. Des réflexions sont menées pour sortir le système du gouffre. Le renforcement des académies, la valorisation des sciences et la formation professionnelle et technique, le recrutement d'enseignants de qualité, la construction d'infrastructures, entre autres, pourraient constituer une bouée de sauvetage pour l'éducation et la formation. Je vous remercie.